Si vous adoptiez deux gamins étranges qui se révèlent finalement être de véritables psychopathes, que feriez-vous? Ce couple voulait absolument un enfant, mais il s'est retrouvé avec une paire de détraqués en version miniature sur les bras. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les jumeaux diaboliques dans Tin et Tina. Ces jeunes mariés sont sur le point de prendre la pire décision de leur vie. Cette femme Lola et son mari Adolfo franchissent la porte de l'église quand tout à coup la foule qui les attend dehors se fait silencieuse, réalisant que Lola est en train de saigner, et le couple se rend d'urgence à l'hôpital. Quand elle se réveille enfin, son mari et l'infirmière entrent dans la chambre et à leur visage, il est clair qu'ils ont une terrible nouvelle à lui annoncer. Elle a malheureusement perdu ses bébés et elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Plusieurs mois plus tard, alors qu'elle prend ses médicaments contre la dépression, son mari arrive et insiste pour qu'elle se reprenne. Elle lui dit que quelque chose dans la maison la met mal à l'aise, mais il lui dit qu'ils peuvent y mener une belle vie. Il lui propose de visiter un couvent pas très loin de chez eux et d'adopter des enfants plutôt. Lola rejette l'idée et lui s'en va à son travail en claquant la porte, la laissant seule dans la maison vide. Finalement, Lola cède sous la pression et accepte à contre-cœur de visiter l'orphelinat. Sur place, cette religieuse aux pieds nus, sœur Asuncion, leur fait faire le tour du propriétaire. Alors qu'Adolfo et la religieuse règlent les détails, il remarque que Lola a disparu. Il la retrouve dans la chapelle, où elle est en train d'écouter quelqu'un jouer de l'orgue. Et la religieuse précise qu'il s'agit en fait de deux jumeaux de 7 ans, Tin et Tina, qui vivent au couvent depuis toujours. Bien qu'Adolfo ait déjà choisi les enfants qu'ils vont adopter, Lola insiste pour rencontrer les jumeaux. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Les enfants descendent du balcon et accueillent le couple avec des sourires bizarres. Ils ont l'air polis, mais en même temps extrêmement étranges. Tout à coup, la foudre frappe à l'extérieur et les enfants se précipitent sur Lola, s'agrippant à son manteau en criant que Dieu est en colère. Adolfo indique qu'il est temps pour eux de partir, mais Lola, se sentant coupable de laisser les enfants derrière elle, persuade son mari que ses enfants méritent aussi de l'amour, et il décide de ramener Tin et Tina chez eux. Ok, ils ne le savent pas encore, mais ce couple vient d'adopter 2 enfants tout droit sortis d'un roman de Stephen King. Quelque chose ne tourne pas rond chez Tin et Tina, comme leur sourire flippant, leur regard éteint et cette horrible coupe au bol façon Oliver Tree. Ces enfants ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air, et leurs nouveaux parents vont le découvrir à leurs dépens. Si j'avais l'intention de ramener ces 2 petits monstres à la maison, je ferais d'abord des recherches pour savoir exactement dans quoi je m'embarque. Pour commencer, je demanderai à la nonne toutes les informations possibles sur leur passé et leur comportement à l'orphelinat. Il doit forcément y avoir des rapports sur eux, surtout s'ils ont causé des problèmes. Et même si cette religieuse semble être du genre à dissimuler les choses, je ferai aussi le tour des autres enfants de l'orphelinat pour leur demander ce qu'ils pensent de Tin et de Tina. Et à leur réponse, je saurai probablement tout ce que j'ai besoin de savoir. Et enfin, pour être bien sûr, je les prendrai chacun individuellement et je les ferai passer au détecteur de mensonges. Mais dans une version un peu plus biblique. Et à travers leurs réactions, je jugerai si quelque chose dans leur façon de penser est inquiétant. De cette façon, Lola et Adolfo auraient pu comprendre qu'ils étaient sur le point de ramener 2 démons de Children of the Corn à la maison. Laissons les jumeaux de côté un moment et parlons un peu des parents. Adopter des enfants est un choix honorable, mais il est important de s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons. Accueillir des enfants quand on n'est pas prêt peut avoir de graves conséquences, même si au final ils ne se révèlent pas tous déséquilibrés. Selon les experts, il y a plusieurs mauvaises raisons qui poussent les gens à adopter, et ce couple coche presque tous les interdits de la liste. Le sentiment de culpabilité, par exemple, est un des nombreux facteurs qui ne devraient pas entrer en ligne de compte dans la décision d'adoption. Quand Lola tourne le dos pour s'en aller, les enfants, tels 2 malheureux petits chiots coincés à la fourrière, se chuchotent cette ruse vieille comme le monde. Je t'avais bien dit que personne ne nous aimait. Notre Lola, prise de culpabilité, est tombée directement dans le piège. Et quand son mari a essayé de la raisonner, elle l'a fait culpabiliser de la même manière. Ça montre à quel point ces enfants sont capables de manipuler émotionnellement les adultes, ce qui est très inquiétant, surtout quand ça vient d'enfants de cet âge. Pour moi, c'est un énorme signal d'alarme. S'ils arrivent à faire ça à la première minute même de la rencontre, qui sait quel genre de problème ils vont bien pouvoir causer quand vous les ramènerez à la maison et comment ils vont ruser pour toujours s'en sortir. La seule raison pour laquelle ils veulent adopter, c'est parce qu'ils ont découvert que Lola ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Et même si ça pourrait être un bon choix plus tard, Lola est encore trop instable sur le plan émotionnel pour que ce soit une bonne raison dans l'immédiat. Les experts affirment qu'un enfant adopté ne doit jamais être considéré comme un remplaçant, parce que ça lui impose un fardeau difficile à porter et que ça peut causer des problèmes dans votre relation avec lui. Au lieu de se précipiter pour essayer de remplir leur nid vide, Lola et Adolfo auraient dû prendre les mesures appropriées pour surmonter leur tristesse d'une manière plus saine, comme prendre tout le temps nécessaire pour vaincre leur chagrin et bien sûr se faire aider par un professionnel si nécessaire. Que ce soit une bonne décision ou non, ces 2 horribles enfants de cœur vont rentrer à la maison avec leurs nouveaux parents. Et très vite, l'enfer va se déchaîner.
Quand ils arrivent à la maison, le chien se montre immédiatement agressif envers eux, aboyant et grognant jusqu'à qu'Adolfo les emmène. Pour une raison inconnue, ils lui demandent quelle est la distance à parcourir à pied pour retourner au couvent. Mais quand leur père leur demande pourquoi ils veulent savoir, ils se regardent et haussent les épaules. Plus tard dans la soirée, la famille se rassemble pour leur premier dîner ensemble. Lola arrive avec la nourriture, mais tout de suite les enfants s'esquivent et montent en courant à l'étage. Au bout d'un moment, ils reviennent avec des cadeaux surprises pour les remercier de les avoir adoptés. Il demande à Adolfo de fermer les yeux et Tin lui pose une couronne d'épines sur la tête en disant qu'il peut maintenant les libérer de la malédiction du péché. À Lola, la fillette offre un collier de chapelet et elle lui dit que si elle le porte, elle sera protégée du mal. Après les avoir remerciés pour leurs cadeaux, les parents commencent à manger. Mais les enfants restent assis devant leurs assiettes, regardant nerveusement la nourriture. Adolfo leur demande ce qui ne va pas, et ils répondent qu'ils ne mangeront pas avant que quelqu'un ait dit les grâces. « Comment ai-je pu oublier ?» s'exclame le papa. Après qu'il ait dit le bénédicité, les enfants semblent satisfaits et commencent à manger aussi. Le lendemain matin, Adolfo, qui est pilote, se lève tôt et part au travail. Le reste de la famille se réunit pour le petit déjeuner et les enfants demandent à leur mère si elle va dire le bénédicité. Mais cette fois-ci, elle refuse. Ils veulent savoir si elle croit en Dieu, et quand elle leur répond qu'elle n'en est pas sûre, ils lui disent qu'ils peuvent lui montrer comment le voir. Après lui avoir fait promettre de ne pas se lever de sa chaise quoi qu'il arrive, Tina se lève brusquement et enroule un sac en plastique autour de la tête de son frère, le maintenant fermement et l'étouffant. Alors qu'il semble sur le point de s'évanouir, la petite fille retire le sac, et Tin dit que pendant qu'il avait la tête dans le sac, il a demandé à Dieu d'accomplir un miracle pour leur mère. Alors que Lola reste sans voix, les enfants commencent une bataille de nourriture, ce qui la fait sourire et lui fait apparemment oublier la scène étrange à laquelle elle vient d'assister. Ok, c'est pas bon signe du tout. Ces enfants ont 7 ans et à cet âge, ils devraient savoir ce que ça signifie de mettre la vie d'une personne en danger. L'éducation qu'ils ont reçue à l'orphelinat a peut-être affecté leur développement moral, mais à un moment donné, nous devons arrêter de prendre ça comme une excuse. Qu'ils comprennent ou non à quel point ce jeu est dangereux, il n'y a aucune raison pour que Lola reste assise ici et les laisse faire sans les arrêter ni même leur expliquer pourquoi ils ne devraient plus jamais recommencer. Maintenant qu'elle sait que les enfants n'ont aucune notion du danger ou de la mort, il serait temps de ranger tous les sacs ou têtes d'oreiller auxquels ils pourraient avoir accès et de mettre sous clé tout ce qui est couteau et ciseaux jusqu'à ce qu'ils apprennent à ne plus s'exposer au danger. Après avoir failli s'entretuer, ces enfants se lancent dans une véritable bataille de nourriture, salissant la cuisine de partout. Et Lola se joint à eux en rigolant comme si c'était pas grave. Si ces enfants pensent que ce genre de conduite est acceptable, qui sait de quoi ils seront capables quand leurs parents ne seront pas là? Elle ferait mieux de prendre les choses en main et de mettre fin à ce genre de comportement avant que la situation ne devienne incontrôlable. Ça fait même pas 24 heures qu'ils sont là et je ressens déjà de sérieuses vibrations psychotiques. Mais croyez-moi, c'est rien comparé à ce qu'ils sont sur le point de faire plus tard. Pour leur premier jour à l'école publique, Lola dépose les enfants. Et ce gamin Pedro, qui ressemble beaucoup à ce comique d'Andy Milonakis, commence immédiatement à les charrier, disant que ce sont les enfants de Dracula. Les jumeaux reviennent à la maison l'après-midi et pendant que Tin lit quelques passages de la Bible sur la vengeance, Tina apprend à coudre avec sa mère. Leur père rentre du travail et il se précipite pour l'accueillir. Quand elle fait le tour de la maison, Lola remarque que des crucifix ont été accrochés au-dessus de chaque porte. Elle demande à son mari si c'est lui qui les a placés là et il lui répond que ce sont peut-être les enfants qui l'ont fait. Adolfo lui fait remarquer que c'est tout à fait normal puisqu'ils ont été élevés par des religieuses. Elle se rend dans la chambre pour jeter un œil aux enfants, s'attendant à les trouver au lit. Mais ils disent vouloir jouer à la bataille des anges, avant d'aller se coucher. Après avoir expliqué les règles, les enfants demandent à Lola de fermer les yeux et ils la font tourner au centre de la pièce, en récitant un verset de la Bible. Une fois qu'ils ont terminé, elle commence à compter à rebours, mais avant qu'elle n'arrive à 3, ils commencent à la frapper avec leurs oreillers en criant « Va-t'en, Satan !» Ils rigolent tous les trois et se livrent à une bataille d'oreillers jusqu'à ce que Lola fasse une pause. Pendant une fraction de seconde, la lumière s'éteint. Et tout à coup, les enfants enroulent un drap autour de la tête de leur mère. Les lumières se rallument et une ombre se profile sur le pas de la porte. Les enfants la libèrent enfin, alors qu'Adolfo entre dans la pièce, choqué par ce qu'il vient de voir. Ok, ces petits démons ont officiellement dépassé les bornes. Il est temps d'en tirer les conséquences. Lola fait au moins le double de leur taille. Ce qui veut dire qu'elle devrait être plus que capable de les jeter au sol si sa vie en dépendait. Et pour le moment, ils ont presque failli la tuer. Voilà pourquoi c'était une grosse erreur de ne pas leur avoir interdit de jouer aux étrangleurs la première fois. Comme n'importe qui doté d'un cerveau en état de marche, Lola aurait dû savoir de quoi ils étaient capables à la minute où elle les a vus faire. Mais si vous ne le croyez pas encore, les choses vont aller de mal en pis avant que ses parents ne se décident à faire quoi que ce soit. Et ces comportements soi-disant étranges sont sur le point de devenir meurtriers. Lola s'assoit sur le bord du lit pour rassembler ses idées. Et Adolfo appelle les enfants dans la chambre et leur demande de s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Ils insistent en disant qu'ils doivent être punis comme ils l'auraient été au couvent. Mais leur mère leur dit que ce n'est pas grave.
C'est alors que le chien devient fou et voulant l'éloigner des enfants, il la mord et lui fait une vilaine blessure au bras. Le lendemain à l'école, Tin et Tina jouent à la balançoire quand Pedro et sa bande arrivent et commencent à les harceler. Pedro se moque de leur apparence et rigole quand les autres enfants poussent Tin de plus en plus haut, lui faisant peur. Les enfants rentrent à la maison et s'assoient pour regarder un film sur Dracula, pendant qu'Adolfo et Lola montent à l'étage pour un moment intime. Une fois qu'ils sont sûrs que leurs parents sont bien occupés, Tina se faufile dans leur chambre et vole le flacon de somnifère sur la table de nuit. Dehors, les enfants s'approchent nerveusement du chien, vident le flacon dans sa gamelle et la poussent ensuite vers lui. En un instant, le chien pique du nez et ils le traînent jusqu'au salon pour mettre la suite de leur plan complètement dément à exécution. Tina tend un énorme couteau et une roulette à pizza à son frère et revient ensuite avec un seau. Tin soulève la lame au-dessus de sa tête et poignarde le chien dans un bruit sourd et glaçant. Les enfants rigolent tout en lui arrachant le cœur, qu'ils placent ensuite dans le seau pour le purifier du péché. Tin replace ensuite le cœur à l'intérieur du chien et Tina recoue la plaie tant bien que mal. Il s'assied ensuite sur le canapé pour regarder la télé en attendant que les parents se réveillent. Au moment où elle se réveille, Lola voit les enfants debout au pied de son lit, en train de les regarder dormir et avec leurs vêtements couverts de sang. « Cookie ne se réveille pas », disent-ils, et le couple va voir ce qu'il en est exactement. Quand ils arrivent dans le salon, ils n'en croient pas leurs yeux. Les enfants expliquent qu'il voulait purifier son âme parce qu'il avait péché en mordant leur mère. Et Lola hurle de chagrin devant la mort de son compagnon bien-aimé. Ok, bon, là ce serait le moment de ramener Tin et Tina à l'orphelinat. Découper le chien de la famille pendant un rituel et essayer de faire croire que vous ne savez pas ce que vous avez fait, c'est sans aucun doute le comportement de futurs tueurs en série. Il est temps d'aller faire un tour en voiture en famille pour aller acheter des glaces. Et quand je dis aller acheter des glaces, je veux dire ramener ces petits monstres tordus là d'où ils viennent. Même si Lola n'est pas encore prête à violer la clause de non-retour, je dirais qu'il est temps de mettre sous clé tout ce qui pourrait être utilisé comme arme dans la maison. Il est clair qu'on ne peut pas faire confiance à ses enfants. Et la dernière chose dont on aurait besoin, c'est qu'ils finissent par essayer de faire la même chose sur nous. Il est trop tard pour Cookie, mais s'il se décide à ramener Tin et Tina au couvent, il y a encore une chance de sauver le reste de la société. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire ? Ils ne le feront pas, évidemment. Et bientôt, ce sera au tour d'une autre famille d'en payer le prix. Adolfo enterre Cookie dans le jardin pendant que Lola nettoie le sang sur le sol. Elle demande à son mari ce qui se passera si les enfants essaient de les découper pour purifier leur âme. Mais il répond qu'ils sont trop innocents pour avoir voulu faire du mal et qu'ils ont besoin d'une mère forte pour leur enseigner la différence entre le bien et le mal. Sur ces bonnes paroles, il part travailler, la laissant seule avec les jumeaux. Cette nuit-là, Lola est réveillée par les enfants en train de faire des bêtises dans leur chambre. Elle va voir et les trouve à genoux au sol, avec de l'argenterie enroulée dans des serviettes de table et attachée à leurs genoux. Pendant qu'elle nettoie leurs blessures, il lui explique que c'est leur façon de se punir pour ce qu'ils ont fait à Cookie. Une punition bien tordue. Il lui demande si son chien reviendra s'il prie assez fort, et lui disent qu'un jour elle y croira aussi. Le lendemain, Adolfo rentre du travail et offre aux enfants des assiettes chinoises ainsi qu'une cassette en guise de cadeau de Noël. Tina aide sa mère à la cuisine, tandis que les deux hommes regardent la télé assis dans le canapé. Lola demande à Tina de saupoudrer le gâteau de sucre, mais elle se précipite à temps pour l'en empêcher quand la fillette manque d'utiliser de l'insecticide à la place. Le repas préparé, Lola va s'asseoir sur le canapé, mais elle s'effondre au sol et son mari se précipite pour voir ce qui ne va pas. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital et après un certain temps, l'infirmière arrive pour annoncer une étonnante nouvelle. Lola est enceinte. « C'est impossible, dit-elle. » Mais l'infirmière lui dit de considérer ça comme un miracle et les enfants lui lancent un grand sourire déplaisant. De retour à la maison, les enfants montrent à Lola leur jeu d'assiettes tournantes avant de se préparer à aller au lit. Ils lui demandent si elle croit en Dieu, maintenant que le souhait de Tin s'est réalisé, mais elle maintient que les miracles ça n'existe pas. Tout en les écoutant parler, Lola se pique accidentellement le doigt avec son aiguille, faisant couler une goutte de sang. Le lendemain, les enfants et le reste de leur classe se rendent à l'église locale prêts à faire leur première communion. Pedro reste derrière pour les harceler une fois de plus, et Tina rassure son frère en lui disant que Dieu punira le garçon. À l'église, la classe forme une chorale, mais Tin, Tina et Pedro sont visiblement absents du groupe. Lola cherche ses enfants dans l'assistance quand elle remarque une autre femme se comportant bizarrement. Cette dernière s'empare rapidement de ses affaires et se précipite à l'extérieur. Alors que les chants s'arrêtent, le prêtre annonce que ce sont Tin et Tina qui jouaient de l'orgue à l'étage, et Lola pousse un soupir de soulagement. Le prêtre présente l'hostie à chaque enfant et avance le long de la file. Et au moment où il arrive aux jumeaux, les portes de l'église s'ouvrent tout à coup et Pedro, gravement blessé, entre en titubant avant de s'effondrer sur le sol. Plus tard dans la soirée, Lola demande aux enfants s'il s'agit du garçon qui les tyrannisait à l'école. Les enfants lui disent qu'elle ne doit pas s'inquiéter et elle les envoie au lit.
Quelques jours plus tard, Lola reçoit un appel de la mère du garçon qui lui annonce qu'il est dans le coma. Plusieurs enfants de la classe l'ont vu traîner avec Tin et Tina. Et bien qu'officiellement on pense qu'il a glissé et est tombé sur les rochers, Lola a l'étrange sentiment que ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. La femme se met à pleurer et raccroche, laissant Lola en proie à ses doutes. Ok, on dirait que Pedro n'est pas au mieux de sa forme. Je suis presque certaine que même si les jumeaux n'ont pas de leurs propres mains plongé le gamin dans le coma, ils l'ont au moins poussé dans le vide. Il n'y a peut-être pas encore de preuves définitives de leur implication, mais je pense qu'il s'agit là d'une affaire où il est prudent de se pencher sur leurs antécédents et de remplir les blancs. Il n'est pas nécessaire d'être détective pour commencer à reconstituer le puzzle. Mais si j'étais détective, je chercherais 3 choses. Les moyens, comment, le mobile, pourquoi, et l'occasion. Ils ont eu leur chance quand ils l'ont chopé seul au bout de la file. Il ne reste donc plus que le moyen, ce qui est un peu compliqué, puisque Pedro aurait certainement pu les battre tous les deux dans un combat loyal. Mais avec ses enfants, tout est possible. Il n'y a vraiment que 2 options intelligentes ici. Renvoyer les jumeaux au couvent ou contacter la police s'ils sont toujours décidés à les garder. Lola doit commencer à faire attention à ce qu'ils font. Si c'était moi à la place de Lola, je les prendrais à part et je les interrogerais individuellement sur ce qu'ils ont fait à ce gosse, en utilisant leurs croyances religieuses strictes contre eux pour obtenir des aveux. Comme ils ne semblent jamais dormir la nuit, j'attendrai qu'ils soient tous les 2 au lit et j'installerai un fil qui ferait sonner une clochette dans ma chambre dès qu'ils ouvriraient la porte ou la fenêtre de leur chambre. De cette façon, j'aurai une longueur d'avance sur eux s'ils décidaient de tenter quelque chose de bizarre. Les signaux d'alarme s'accumulent, mais le règne de terreur de Tin et Tina est loin d'être terminé. Déterminée à obtenir des réponses, Lola retourne seule au couvent pour parler à la religieuse qui les a élevés. Quand elle lui demande si Tin et Tina ont déjà eu des problèmes avec les autres enfants, la religieuse affirme catégoriquement qu'ils n'ont jamais fait quoi que ce soit de mal, suggérant à Lola que c'est elle le problème. Ce soir-là, Lola se rend dans la chambre des enfants et consulte leur Bible, où elle découvre quelque chose de choquant. Elle trouve cachés entre les pages 2 dessins, l'un montrant des enfants en train de tuer un chien et l'autre montrant des enfants en train de frapper leurs camarades de classe avec des pierres. Horrifiée, elle prend les dessins et quitte la pièce. Mais dès qu'elle tourne le dos, Tina ouvre les yeux. Ce soir-là, Adolfo rentre du travail et se dirige vers l'étage, et Lola, qui l'attendait, lui demande de lui tenir compagnie. Elle lui explique ce qui est arrivé à la brute de la classe de Tin et Tina et lui montre les étranges dessins. Lola veut contacter la police, mais Adolfo déchire les papiers et les jette au sol, avant de monter en trombe pour aller se coucher. Au petit matin, Tin et Tina sont choqués quand ils réalisent que leur Bible a disparu. Ils courent dans toute la maison, constatant au passage que leurs crucifix ont également disparu. Et ils trouvent leur mère en train de mettre toutes leurs affaires dans un grand coffre. Elle les prévient que s'ils l'ouvrent à nouveau, elle les ramènera à l'orphelinat et qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Les enfants acceptent du bout des lèvres de respecter sa décision. Le lendemain, Lola se réveille et trouve les enfants en train de jouer avec leur père dans la cuisine. Mais ils la regardent comme si quelque chose n'allait pas. Ses cheveux semblent tomber par grosses touffes. Adolfo lui dit que c'est normal pour certaines femmes enceintes, mais elle insiste que ce sont les enfants qui la punissent parce qu'elle leur a confisqué leurs affaires. Furieux, il sort de la salle de bain en claquant la porte derrière lui et Lola doit se mordre la main pour s'empêcher de hurler. Les enfants s'assoient devant la télé et Lola les observe depuis la pièce voisine. Elle prend le téléphone et appelle la mère de Pedro pour prendre des nouvelles du garçon. Mais la femme lui répond que son fils est mort il y a 3 jours et elle raccroche brusquement. Adolfo passe à ce moment dans la pièce pour aller travailler et elle le supplie de ne pas la laisser seule. Mais il lui dit de se reposer pour le bien du bébé et lui promet d'être de retour le lendemain matin quand elle se réveillera. Sur le point de sortir, les enfants lui demandent pourquoi leur mère ne les aime plus. Il leur suggère de faire quelque chose de gentil pour elle le lendemain pour qu'elle se sente mieux, avant de prendre ses affaires et de s'en aller. Le matin arrive et les enfants se mettent au travail. Tina verse à sa mère un verre de lait et y ajoute une poudre blanche qui pourrait être du sucre ou du poison. Au même moment, Lola se réveille et se rend compte qu'elle est attachée au lit. La fillette entre dans la chambre avec le verre de lait et essaie de la forcer à boire pendant que Tin se lance dans un numéro de danse bizarre avec la prothèse de sa mère. Lola maintient sa bouche fermée et Tin commence à lui chatouiller le pied, mais ça ne marche toujours pas. « Je suppose que nous devons trouver un autre moyen, » dit Tina. Tin se précipite hors de la chambre et revient avec une seringue médicale qu'il remplit de lait. Il tient l'aiguille au-dessus du ventre de Lola, mais au moment où il s'apprête à l'enfoncer, Lola parvient enfin à se libérer et à sautiller jusqu'à la cuisine où elle saisit un couteau et crie aux enfants de ne pas avancer. Adolfo arrive au même moment et regarde sa femme avec étonnement. Mais avant que les choses ne s'aggravent, elle perd les os et il l'emmène d'urgence à l'hôpital. Ok, voilà donc un des pièges les plus tordus jamais inventés. Des guirlandes de sapin de Noël nouées par les mains puissantes d'un enfant de 7 ans. C'est quand même un miracle que Lola ait pu se libérer.
Comme elle est assez forte pour s'échapper finalement, ça signifie qu'elle aurait pu facilement le faire pendant tout ce temps. La première fois, la petite Tina a failli mettre accidentellement de l'insecticide sur le gâteau. Ça aurait peut-être été intelligent de, je sais pas moi, ranger les produits chimiques dangereux ailleurs. Si c'était moi, à sa place, je les aurais mis sous clé avec tous les autres produits dangereux ou autres objets pointus et tranchants comme les couteaux et les seringues. Il s'en est fallu de peu cette fois, Lola. Mais apparemment, tu n'es pas encore prête à les ramener à l'orphelinat, pas vrai? À mon avis, non. Il te faut sûrement au moins une autre tentative de meurtre avant que tu ne comprennes que ces enfants ne vont pas s'arrêter. Cette fois-ci, le bébé naît sans complications. Adolfo s'excuse pour ce qui s'est passé, disant que c'est lui qui avait proposé aux enfants de faire quelque chose de gentil pour elle. Il lui demande de leur laisser une chance de tout recommencer à zéro entre eux quand ils rentreront à la maison. L'infirmière ramène le bébé et Tin demande à l'embrasser. Toujours parano, Lola hésite d'abord, mais après avoir réfléchi un moment, elle finit par accepter. Tina demande immédiatement quand le bébé sera baptisé, et Lola lui répond qu'elle veut que son fils choisisse sa propre religion quand il sera assez grand. Ça effraie les enfants qui croient que les enfants qui ne sont pas baptisés n'iront pas au paradis. Le père demande de passer au vote, et il décide à 3 contre 1 de baptiser le bébé. Mais Lola persiste à dire non, et quand le bébé laisse échapper un petit paix, la tension baisse et ça fait bien marrer tout le monde. Plus tard, Adolfo grimpe sur le toit pour installer une antenne, et qu'il puisse regarder la télé dehors pendant que les enfants jouent dans la piscine. Lola lui apporte une autre bière et, profitant qu'elle soit distraite, les enfants se faufilent dans la cuisine et piquent tous les œufs du réfrigérateur. Pendant que leur mère se rend au poulailler pour en récupérer d'autres, ils courent à l'intérieur de la maison. Tin ouvre le coffre pour récupérer leur Bible, tandis que Tina va chercher leur petit frère. C'est l'heure du baptême. Ils se faufilent dehors jusqu'à la piscine sans être vus par leur père. Et Tin suspend le bébé par les pieds au-dessus de l'eau, tandis que Tina récite un passage de la Bible. « Maintenant !» dit-elle, et il plonge le bébé dans la piscine. Et dangereusement, et pendant bien trop longtemps, le garçon lui maintient la tête sous l'eau. Au même moment, leur mère revient dans le jardin et remarque que Tin tient le petit pied du bébé entre ses mains. Furieuse, elle se précipite, attrape le bébé juste à temps et lui donne de petites tapes dans le dos pour qu'il ne s'étouffe pas. Son bébé dans les bras, elle se retourne et gifle violemment les 2 petits monstres, hurlant à son mari de ne pas avoir fait attention à ce qu'il faisait. L'après-midi même, le couple retourne à l'orphelinat pour déposer les enfants. Et ils repartent en voiture sans jamais se retourner. Ok, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui ferme les yeux sur les événements sans jamais être inquiété depuis bien trop longtemps ici. Oui, c'est toi, Adolfo, toi. Si Lola ne te le dit pas, c'est moi qui vais te le dire. Tu es un mauvais père et tu as sérieusement merdé. Adolfo, mon pote, j'ai bien compris. Rien ne doit se mettre entre un homme et son match. Mais Lola ne peut pas surveiller les enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et préparer à manger et te ramener de la bière sur commande en même temps. Le moins que tu puisses faire, c'est de faire une pause de temps en temps pour t'assurer que les jumeaux ne sont pas en train de noyer le bébé, par exemple. Tout ce qui s'est passé de mauvais depuis que ces enfants ont été abandonnés, c'est de ta faute. Tout ça, c'était ton idée. Rappelle-toi, Lola ne voulait même pas aller à l'orphelinat, mais tu as fait ta petite crise, tu as claqué la porte, et tu as fait en sorte que ta pauvre femme se sente encore plus mal qu'elle ne l'était déjà. Et tu as eu ce que tu voulais, félicitations. Tout ce qu'il te restait à faire, c'était de veiller à ce qu'il ne se transforme pas en mini-monstre psychopathe. Mais voilà, ta femme a perdu son chien, une femme innocente a perdu son enfant, et maintenant tu as failli perdre ton propre fils. Tu n'as pas vraiment l'étoffe du père de l'année, mon pote. Et je pense qu'il est juste de te dire, Adolfo, que tu as merdé. 1 mois plus tard, le couple fête le 1er mois de leur petit garçon dans un restaurant gastronomique. Lola se sent mal d'avoir abandonné les enfants, mais Adolfo s'énerve, lui disant qu'ils avaient convenu de ne plus en parler. Le bébé commence à pleurer et le couple se dispute pour savoir qui doit le calmer. Finalement, Lola cède quand Adolfo commence à se montrer agressif et à provoquer une scène. Pendant ce temps, un orage se prépare dans le ciel au-dessus de l'orphelinat, alors que les enfants se préparent à aller au lit. Sœur Asuncion leur annonce que la colère de Dieu est imminente, et sur ces bonnes paroles, elle souhaite une bonne nuit aux enfants et les laisse sous la surveillance d'une autre religieuse, qui ne tarde pas à s'endormir sur sa chaise. Alors que le couple rentre à la maison, 2 créatures non identifiables s'élancent sur la route devant eux, obligeant Adolfo à freiner brusquement. Il suppose qu'il devait s'agir de cerfs, et ils continuent leur chemin jusqu'à la maison. Lola met le bébé dans son berceau, et quand elle descend les escaliers, elle remarque que la porte d'entrée bat au vent. Elle la referme à clé, et en regardant au sol, elle remarque des traces de pas mouillés menant à la pièce voisine, où elle trouve Adolfo à moitié ivre, en train de regarder la télé. À contre-cœur, elle s'assoit à côté de lui, et quand il regarde ses mains, il remarque qu'elle a enlevé son alliance. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» lui demande-t-il, tout en frappant sur la télé pour obtenir un signal. Elle ne répond pas, et il lui promet d'être un meilleur père dorénavant, avant de monter sur le toit pour réparer l'antenne.
Au bout de quelques instants, Lola entend les pleurs du bébé à l'étage. Elle se lève pour aller voir et quand elle monte les escaliers, elle entend les pas de son mari. Et en même temps, les pleurs du bébé s'arrêtent. La télé se rallume et elle crie à Adolfo que ça fonctionne. Quand tout à coup, l'électricité de toute la maison se met à vaciller et la cassette des enfants commence à retentir dans les couloirs. Lola va de pièce en pièce pour chercher les enfants et elle finit par trouver la cassette dans le magnétophone. Elle l'éteint, mais il n'y a personne d'autre en vue. Tout à coup, toute la maison se retrouve dans le noir. Elle vérifie le disjoncteur, mais ça ne fonctionne pas. Et quand elle appelle son mari, il ne répond pas non plus. Elle s'empare d'une lampe torche, retourne dans la pièce principale et sort dans le jardin sous la pluie. Au bout d'un moment, elle entend les hurlements de son mari et quand elle se retourne, elle le voit sur le toit, en proie aux flammes. Paniquée, elle se précipite à l'intérieur, mais quand elle arrive au pied des escaliers, elle entend un grand bruit derrière elle et voit Adolfo ramper vers la porte, son corps complètement en feu. Elle tente désespérément de trouver une couverture pour l'envelopper et éteindre le feu, mais il titube à l'intérieur et s'écrase contre le chariot de boisson alcoolisée, provoquant l'embrasement de toute la pièce. N'en croyant pas ses yeux, Lola se précipite vers l'autre porte, mais il est déjà trop tard. Adolfo n'a aucune chance de survivre et la maison va brûler. Ok, c'est une des techniques de survie les plus lamentables que j'ai jamais vues, et ça vaut pour tous les deux. Commençons par Adolfo. Qu'est-ce qui lui a pris de monter sur le toit pendant un orage pour régler l'antenne? Une antenne métallique qui plus est. Benjamin Franklin, ça fait plus de 300 ans que nous avons compris comment fonctionne la foudre. De toutes les façons dont j'ai vu les gens mourir dans les films d'horreur, être frappé par la foudre doit être une des plus faciles à éviter. Restez à l'intérieur de la maison et passez du temps avec votre famille. La télé reviendra quand l'orage sera passé. Et c'est même pas la partie la plus dingue de l'histoire. Ce type réussit à survivre à la colère de Dieu. Et au lieu de s'arrêter, de se laisser tomber et de rouler sur lui-même comme on nous l'a appris à l'école maternelle, il a pensé que ce serait une bonne idée de sprinter la tête la première dans la pièce la plus inflammable de la maison. Il pleuvait dehors. Et s'il s'était contenté de se rouler dans le sol sous la pluie, il aurait certes frôlé la mort, mais il aurait survécu. Il aurait même pu sauter dans la piscine. Vous savez, ce grand rectangle d'eau qui se trouve à une dizaine de mètres de l'autre côté? La situation ne peut pas empirer davantage. Alors pique une tête dans l'eau. Et puis, il y a Lola. Simple question, combien de temps elle compte attendre avant de se ressaisir et d'aller sauver son bébé? Parce que depuis 3 minutes, je suis assise là en train de la regarder ne rien faire d'autre que de hurler à plein poumon. Et je me dis qu'il y a un bébé à l'étage. Ce bébé n'est même pas à moi et j'ai l'impression de m'en soucier plus qu'elle. Bon, certes, je peux comprendre. Regarder son mari brûler vif doit être une expérience particulièrement traumatisante. Mais c'est pas le moment de rester clouée sur place. Il ne lui reste que quelques minutes avant que la maison ne s'embrase. Et elle doit agir vite si elle et le bébé veulent s'en sortir vivants. Quand elle réalise qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour sauver son fils, Lola se précipite à l'étage, mais elle trouve le berceau vide. Elle se précipite à l'étage supérieur et cherche partout désespérément. Mais le bébé est introuvable. Elle entre dans la chambre principale, ouvre la fenêtre et crie à l'aide. Mais ils sont au milieu de nulle part et personne ne viendra la sauver. Lola s'effondre sur le lit, sur le point de s'évanouir. Mais à la dernière seconde, elle entend le bébé pleurer quelque part dans la maison. Elle comprend qu'il y a encore une chance de le sauver. Elle suit le bruit de ses pleurs jusqu'à la chambre des enfants où elle trouve le petit garçon indemne dans son landau, dans un coin. Elle prend l'enfant dans ses bras, redescend précipitamment les escaliers à travers la fumée et sort sous la pluie, titubant jusqu'en lieu sûr avant de s'effondrer d'épuisement. Lola se réveille à l'hôpital branchée à un appareil respiratoire. Sœur Asuncion est à ses côtés et elle lui explique que son mari a été frappé par la foudre mais que grâce à Dieu, elle et son bébé vont s'en sortir et que Tin et Tina ne sont pas partis définitivement. Lola demande si les jumeaux étaient dans la maison, mais la religieuse lui assure qu'ils ont dormi toute la nuit au couvent. Et avec un sourire sur les lèvres, Lola murmure qu'ils sont innocents. Après l'enterrement de son mari, Lola récupère Tin et Tina, cette fois pour de bon. Et la petite famille est de nouveau au complet. Mais que feriez-vous si vous adoptiez 2 enfants d'un orphelinat et que des choses étranges commençaient à se produire dans votre maison? Seriez-vous prêt à leur accorder le bénéfice du doute et à les garder avec vous? Ou bien jetteriez-vous ces petits bâtards dans le jardin des voisins en leur disant adieu? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Ah oui. Et passez une excellente journée!